Léna fait partie de ceux qui osent provoquer les opportunités. Alors, comme elle aime si bien le dire, pourquoi pas ? Salut Léna, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Je suis ravie de te recevoir cette semaine parce que tu fais partie des personnes de mon entourage qui ont fait plein de choses et qui ne se rendent pas compte de ces parcours incroyables. Donc merci de venir parler de ton parcours pour pouvoir inspirer plus de personnes autour de nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Donc, dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui ? Ok. Donc, je m'appelle Léna. Je suis du Sud-Ouest. J'ai grandi vraiment à la campagne, au pied d'une petite vallée des Pyrénées-Atlantiques. Mes parents sont toujours ensemble. J'ai toujours grandi avec une famille très soudée. Ok. J'ai 2 frères, un grand et un petit. Mes cousins étaient très présents. Ça, c'était vraiment le centre de mon éducation. C'était vraiment tous en famille, tous très présents. Voilà. Et puis une petite vie très simple. Mes parents, ils travaillent dans le social, voilà, très présents aussi pour nous parce que ils travaillaient mi-temps, temps partiel, donc les week-ends on était toujours avec eux, voilà. Ouais. Très Famille présents. très soudée. Famille très soudée, très présente. Ok. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coup ? Et aujourd'hui, je suis maîtresse, professeure des écoles au lycée français de Bali. Très bien. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu es passé d'une enfance dans la vallée, dans le sud-ouest, à prof à Bali. Donc, est-ce que tu peux juste me parler un peu plus de ton enfance, parce que je suis persuadée que ça détermine beaucoup des choix qu'on fait plus tard. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Alors quand j'étais enfant, je pense que je suis passée par des étapes essentielles que à peu près toutes les petites filles ont, vétérinaire, maîtresse. C'est vrai. On a toutes voulu Voilà, faire ça. on a toutes voulu faire ça. Après, j'ai toujours été très intéressée par la décoration, donc il y a eu un moment où je m'étais un peu intéressée au tout ce qui était archi, décoratrice d'intérieur, mais on me disait soit que c'était bouché, soit que c'était très difficile et même si j'étais bonne à l'école, j'ai toujours été bonne à l'école, je voulais pas m'embarquer dans des études ultra longues dès le D'accord. début. Donc, arrivée au lycée où voilà, il faut y penser, réfléchir, je regardais mes parents, je me disais: «Beh, ils sont pas malheureux, ils ont pas fait beaucoup d'études, ils sont très présents pour leurs enfants», donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Ouais. Donc, je suis partie dans un DUT carrières sociales, parce que j'ai quand même été très orientée par ma maman qui avait fait la même chose. Et puis je me suis dit, l'avantage c'est que si je veux continuer, je peux, et si je veux Oui. arrêter, je peux, et je peux gagner ma vie. Parce que je voulais quand même être autonome vite pour voyager notamment. Ok. Donc, tu avais déjà une envie de voyage très jeune. Très jeune, même si avec mes parents, j'ai jamais fait des voyages énormes dans le sens où on n'allait jamais à l'autre bout du monde, mais on bougeait beaucoup. Ok. C'est-à-dire que franchement, il y a eu quasiment tous les week-ends où on allait au moins faire des balades en montagne ou en forêt, ou même si c'était pas très loin, on sortait faire des activités extérieures. Les vacances scolaires, mes parents, ils s'arrangeaient toujours pour être assez dispo, donc on partait faire du camping, ou on partait donc en camping-car, parce que mon grand-père, il avait un camping-car, et donc on allait beaucoup, voilà, en Espagne, on était à côté, voyager en France, donc assez jeune, j'avais déjà vu quand même beaucoup d'endroits d'Espagne et de France, surtout. Après, prendre l'avion, c'est pas, voilà, un souvenir d'enfance. J'ai pris l'avion avec mes parents pour aller au Maroc quand j'étais au collège. Mais voilà, c'était pas forcément aller très loin, mais quand même bouger. faire beaucoup de choses, beaucoup bouger, et surtout des choses extérieures. Ok. Voilà, donc mon papa, il est éducateur sportif et accompagnateur montagne, donc c'était... Oui, donc il y a un goût pour la nature qui est très présent. Vraiment, ouais, ça c'était ultra présent, et ça a aussi, voilà, construit mes choix par la suite. Oui, c'est sûr. Enfin, les destinations n'ont pas été choisies au hasard. Non. Voilà. Ok, super intéressant. Donc du coup, pas de problème à l'école, tu fais des études donc plutôt orientées sociales. Social, voilà, où je me dis, c'était carrière sociale.
développement touristique. Donc c'était pas mon premier choix, mais au final ça m'a vachement plu. Donc j'avais ce truc de voilà du social et de le développement touristique où je pouvais vraiment me pencher sur tout ce qui était tourisme vert, voilà, lié à la nature. à la nature, et c'était super. Je me suis éclatée pendant 2 ans. Et on avait pas mal de boulot pour me débuter, mais c'était l'éclate. Mais j'avais pas envie d'arrêter. Ok. Et donc qu'est-ce que tu décides de faire après? Bah j'avais aucune idée. J'avais aucune idée d'études exactes, mais en fait je savais ce que je ne voulais pas faire mais je savais pas exactement quoi faire. Donc c'est là où je me suis mise beaucoup à discuter avec mes profs, à dire voilà, je veux pas faire ça, 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 ça. Et un prof me dit, donc c'était le prof principal, il me dit mais c'est de la géographie sociale que t'aimes. J'étais mais de quoi il me parle? Géographie, bah, il me dit mais non, mais c'est pas du tout la géographie du lycée, ça a rien à voir. Et puis bon, ben je l'écoute. Et puis bon, je fais quand même pas mal de vœux de licence parce que je voulais passer en licence en 3e année directement. Et au final, bah, ça se passe nickel. Il m'avait fait voilà des lettres de recommandation, il avait été adorable. Et donc j'arrive en première année du coup de fac, de vraie fac, mais en 3e année de licence. Oui. Et au final, c'était pas mal parce que donc là, j'étais à Bordeaux. J'arrivais de Périgueux à Bordeaux, donc un peu plus grande ville. Un peu plus grande ville, ouais. Franchement, c'était cool, mais une année scolaire, ça m'a suffi. Mais là où c'était bien à la fac, c'est que bah voilà, en 3e année, t'as quand même à la fac un certain tri qui s'est fait en 3 ans. Donc on n'était pas une grosse promo, et puis on avait des options à choisir, et j'avais pris l'option la moins prisée, donc on était 10, je crois, à peine. 8, donc hyper privilégié. Donc franchement, c'était hyper luxe. Et en fait, je me dis, bah, pareil, j'ai envie de continuer. J'avais fait des voyages par mes stages de DUT. Et je voulais continuer dans cette lancée, bouger. Je voulais, voilà, ou faire un Erasmus, mais j'avais pas envie d'aller bosser de suite. Ouais. Voilà. Et comme mon premier stage à l'étranger, ça avait été l'Afrique du Sud. Et tu faisais quoi justement en Afrique du Sud? Et donc en Afrique du Sud, oh, franchement. Comment on se retrouve en Afrique du Sud si jeune? C'était stage, mais bon, entre gros guillemets, parce que donc c'était première année de DUT, ils nous avaient dit vous partez à l'étranger, on vous demande de partir à l'étranger, mais on regardera pas exactement ce que vous faites. Le but c'était aller à l'étranger pour avoir une expérience et parler une autre langue dans l'idéal. Donc moi, à la base, je voulais partir en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Bien, je sais pas, ça c'est un truc, franchement, depuis que je suis petite, je pense que c'est débile ce que je vais dire, mais par les dessins animés, les trucs que je regardais quand j'étais petite. Et t'étais fascinée par l'Afrique. Ouais, c'est le Roi Lion, la référence dans ma famille. Donc forcément, j'avais un peu ce truc cliché de l'Afrique, la savane, avec voilà ce truc du safari. Voilà, je regardais le Roi Lion, la famille de la jungle. Oui, bah oui, mais enfin, on l'a tous fait. Vraiment. Mais du coup, voilà, très attirée par l'Afrique et aussi par l'Inde. Et ouais, l'Inde. J'étais très intriguée par l'Inde. Ouais. Intriguée. Pas. Je savais déjà que c'était très particulier comme pays, mais voilà, intriguée. Et mon prof, il m'avait dit, hors de question que je te laisse partir en Inde toute seule. Tu pars avec quelqu'un de la classe. Bon, je me dis, c'est mort, je veux partir seule. Donc, je m'étais un peu penchée sur le Sri Lanka. Au final, il m'avait vachement freinée. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller en Afrique, mais dans un pays anglophone. Et puis, il nous avait conseillé de regarder sur Workaway. Donc, c'est un peu le principe du woofing. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en donc, détail? en fait, ça peut être dans des domaines très larges. Tu te fais un compte, il faut payer. Franchement, maintenant, c'est peut-être un peu plus cher, mais à l'époque, je pense que j'avais payé 50 € pour un abonnement à l'année pour avoir accès à toutes les annonces du site, en fait. Et tu peux faire une sélection par pays, par domaine d'activité. Donc moi, j'avais mis aucun domaine d'activité. J'avais recherché juste par pays, les pays qui m'intéressaient. Et en fait, je me suis retrouvée à travailler dans une auberge de jeunesse. Alors très souvent, dans les auberges de jeunesse, tu fais le ménage parce que tu n'es pas payé. Et voilà, c'est le travail le plus simple et tout ça. Et au final, moi, j'avais quand même de la chance parce que j'étais au bar. Je faisais des cafés et je travaillais 4-5 heures par jour à peu près. Et je crois que c'était 5 jours par semaine, 4 ou 5 jours par semaine à peu près.
Mais voilà, donc ça peut être ça, mais ça peut être aider des particuliers à la rénovation de leur Tout type maison, de travail. ça peut être n'importe quoi. Et Mais tu es voilà, nourri, en logé? échange, tu es logé. Ah, Nourri, logé. pas forcément, OK. mais au moins logé. Donc ce qui est super intéressant quand tu es jeune, tu pas d'argent Mais et tu complètement. Et moi, c'était dans le cadre d'un stage, donc j'avais fait toutes les démarches pour chercher un peu où je pouvais grappiller 4 sous entre les bourses départementales, régionales, voilà. Donc j'avais un petit peu de sous et j'avais quand même travaillé toutes mes vacances scolaires depuis, enfin mes vacances d'été depuis mes 16 ans, hein, je crois. Tous les étés, je travaillais et je n'étais pas dépensière parce que ouais, je savais que mes sous, je les voulais pour voyager. Donc j'avais quand même pas mal d'économies déjà, voilà, 18-19 ans. Déjà, c'est génial d'avoir bossé aussi jeune. Oui, voilà. Mais après, des boulots, voilà, comme je pense. Dans les campagnes, Voilà, c'est assez facile. c'est des choses faciles, pas très compliquées, mais pas toujours les plus faciles physiquement. Donc, j'ai jamais été dans les maïs. Chez moi, c'est ce qui se fait le plus, mais c'était voilà beaucoup de ménage en maison de retraite, voilà, ce genre de choses qui n'est pas non plus super fun. Mais je regrette absolument pas. Et heureusement que je l'ai fait parce que ça te donne la valeur du travail, On est bien d'accord. et ça te fait voir des milieux, ça te fait grandir. Ça te fait grandir. Tu rencontres des gens que tu n'aurais pas rencontrés. T'apprends à travailler. Et puis voilà, moi, mon objectif, c'était de me faire 4 sous pour plus tard faire mes projets, sans avoir d'idée particulière. Mais voilà. Donc, tu savais que tu voulais être indépendante. Voilà. C'était déjà génial. Donc, je pars en Afrique du Sud, donc 2 mois et demi, avec voilà quelques petites bourses, mais aussi voilà mes sous que je m'étais gagnés. Et donc voilà, donc je travaillais quelques heures par semaine au final et on s'est arrangé, c'était assez flexible, donc j'arrivais à avoir pas mal de temps libre pour voyager, bouger aux alentours. Enfin, c'était top. Et alors, j'ai une question quand même, parce que tu me parles de ça très jeune, tu devais avoir quoi, 19 ans? Mais je crois que j'avais 19. Ouais, voilà. Parce que c'était la première année, donc ouais. Et t'as pas eu peur au moment de partir J'étais maintenant avec le recul, je me dis j'étais complètement inconsciente. J'étais franchement débile. L'Afrique du Sud, moi je le conseille à tout le monde. Oui. C'est un pays incroyable. J'ai rencontré des gens de tous les milieux, donc des personnes des bidonvilles, comme des personnes qui étaient vraiment très 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 aisées, parce que Cape Town, donc j'étais à côté de Cape Town. C'est une ville quand même qui peut être très riche aussi. Et voilà. Donc, j'ai rencontré des gens de tous les milieux, vraiment incroyable, mais j'étais débile parce que la première règle qu'il faut appliquer n'importe où on va, c'est écouter les locaux. Voilà. Et je l'ai pas fait. Il aurait pu m'arriver des malheurs inimaginables et j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois, des fois, je suis allée me balader et puis je rencontrais des gens, je me mettais à discuter avec eux, ils me disaient allez, reviens avec nous, fais la route retour. Et du coup, j'allais pas jusqu'au bout là où j'avais prévu d'aller, je faisais la route retour parce que c'était sympa avec les gens. Et puis au final, il me disait mais en fait, on t'a dit de rentrer parce que t'avais rien à faire toute seule là, alors que c'est en pleine journée. Et tu te dis bon, c'est en apparence, voilà, c'est des petits chemins au bord de la plage. Tu te dis mais c'est paisible, mais non, tu peux te faire tuer pour un téléphone pourri quoi. Oui, ça reste l'Afrique du Sud. Voilà. Mais j'en avais pas conscience. Okay. Et même si voilà, plusieurs fois ça m'est arrivé cette scène-là, ça m'est arrivé 2-3 fois, j'écoutais pas. Et ça, il aurait pu m'arriver des choses terribles. Et c'est ce qui est arrivé à une de mes copines que je me suis faite là-bas, une Allemande, qui était un peu, avec le recul, je la voyais un peu comme un mentor. Elle avait, je crois qu'on avait fêté ses 30 ans et elle faisait le tour de l'Afrique toute seule. Okay. Et elle avait déjà énormément voyagé. Voilà, elle est allée notamment en Inde, en Amérique du Sud, donc des endroits quand même, des fois un peu craignos ou quoi. Et donc, c'était mon modèle, quoi. Et au final, je l'écoutais plus à elle qu'au locaux, ce que j'aurais pas dû faire. Et au final, c'est à elle qu'il est arrivé quelque chose. Elle s'est fait agresser juste exactement à ces endroits-là où des fois, on me faisait faire demi-tour gentiment. Et pas les règles. Voilà, elle est allée me faire un footing à cet endroit-là, toute seule, et elle s'est fait agresser. On a essayé de la tuer, elle a failli y passer, quoi. Donc, c'est arrivé à peu près au milieu de mon séjour, et c'est ça qui m'a fait réaliser. Je me suis dit, ok, là, je suis en train de faire des grosses conneries. Je suis idiote, là. C'est de l'idiotie, j'écoute pas. Et c'est grave qu'il arrive ce malheur pour que je m'en rende compte. Et il faut que je change mes comportements de touriste, là, parce que
Parce que sinon, il va m'arriver la même chose ou au pire, ou bon, voilà. Et tes parents, quand tu as décidé de partir en Afrique du Sud, ils ont réagi comment? Ils étaient pas du tout sereins, mais alors pas du tout. Mais ils t'ont laissé partir? Mais ils sont venus me voir. Ok, ça c'est cool. N'empêche que là, c'est bien tombé, entre guillemets. C'est que quand ma pote, elle s'est faite agresser, mes parents, ça faisait 2 jours qu'ils étaient arrivés. Une fois qu'ils sont partis, après, j'ai dû prendre soin de cette fille qui était même plus capable de se doucher. Enfin, c'était vraiment quelque chose, quoi. Mais au moins, les premiers jours, j'étais pas là, j'étais partie loin, mes parents venaient d'arriver et j'étais en famille. Mais eux, ça a dû les faire paniquer. Mais je pense que ma mère, mon père, ça l'avait moins. Si, bien sûr que cet événement, ça les a tous paniqués, parce qu'il y avait mon petit frère aussi. Globalement, quand je leur demandais le bilan de leur séjour, parce qu'ils étaient restés 2 semaines, je crois, ils avaient adoré parce que voilà, c'est un pays incroyable. Mais à chaque fois, ils disaient, mais la sécurité, c'est horrible, quoi. Ils disaient, t'es tout le temps sur tes gardes. Ils me le montraient pas, peut-être pas sur le coup, forcément, même si on disait, on fait attention, on reste ensemble, les affaires. Mais ouais, ça leur a vraiment pesé. Et au final, peut-être plus qu'à moi. Parce que même si, voilà, cet événement m'a fait prendre conscience de la dangerosité des choses, je restais quand même innocente. Il y a quand même une histoire avec l'apartheid voilà, qui est unique et c'est toujours présent. Justement, en tant que blanche, est-ce que tu as senti du racisme ou pas? Envers les blancs? Ouais. Alors. Même ou l'inverse, du coup? Bah alors, là où j'étais, c'était, voilà, comme je te disais, très engagée sur beaucoup de causes comme celle-là, au niveau des inégalités sociales. Ils essaient de faire beaucoup de choses pour améliorer la qualité de vie de tous. Moi, je me rappelle, ça me choquait. Je sortais sur mon balcon et j'avais donc de la guest house et j'avais la montagne à droite avec des villas presque un peu empilées sur la montagne, qui avaient des ascenseurs pour descendre. Et à gauche, j'avais c'était l'étendue de la plage et il y avait tous les matins des personnes qui venaient des bidonvilles pour fouiller les poubelles et ils avaient même pas des habits, ils avaient des sacs de jute, tu sais, où ils avaient fait des trous. Donc, très compliqué. Et donc, je me rappelle, on me disait, mais toi, t'es blonde, on va te prendre pour une fille de colon. Donc, surtout, jamais te loger dans une guest house dans les fermes, parce que des fois, t'as les fermes qui proposent des chambres et comme ça. Oui, ça peut être trop dangereux pour toi. On m'a dit, surtout, ne va jamais là-bas. Si tu tombes un jour où il y a une descente, on va même pas te demander, tu vas te faire tuer, tu vois. On me disait, il faut pas regarder les news parce que les news, ça va toujours dans un sens. On parle que voilà, des meurtres dans les fermes, alors que dans les bidonvilles, il y a des meurtres tout le temps. Et comme c'est entre noirs, on n'en parle pas. On me disait beaucoup de choses. C'était une vague d'informations, un tsunami d'informations tous les jours. Où c'était un endroit où il y avait beaucoup de débats. Les gens venaient au café là où je travaillais, même des locaux, ils venaient parce qu'on avait du très bon café. Donc ça faisait vraiment un café très ouvert. Et c'était vraiment un lieu de discussion. Et moi, en plus, quand je suis arrivée, mon anglais n'était pas super. Vraiment, j'avais niveau lycée, quoi. Donc, j'écoutais beaucoup. Et ça, t'as pas eu trop de mal, d'ailleurs? Au final, ça allait. Franchement, je m'y suis mise assez rapidement. Mais c'était éprouvant. Je me rappelle que sur les 2 mois et demi, à la fin de chaque mois, j'ai dormi quasiment 24 heures parce que j'étais fatiguée de que de l'anglais, en fait. Oui, mais au moins, tu t'es améliorée. T'étais en immersion totale. Oui, complètement. Et c'est là où je pense que j'ai le plus progressé. Et puis, en plus, t'es confronté à plein d'accents, parce qu'en Afrique du Sud, même juste les Sudaf, ils ont une multitude d'accents. Donc, franchement, incroyable. Top. Trop bien. Mais voilà, bon, un peu particulier l'Afrique du Sud. Hein. Moi, je pensais au niveau des paysages, mais voilà, prenez vos précautions. Oui, il faut faire attention, il faut respecter les règles. Pas partir tout seul et respecter les règles. Et donc après l'Afrique du Sud, tu fais quoi? Donc après l'Afrique du Sud, donc voilà, j'avais posé des questions à mon prof principal de DUT, je savais pas trop quoi faire, il m'oriente vers cette licence de géographie sociale. Pas possible de faire d'Erasmus parce que j'étais un peu dans cet objectif-là en mode je suis à la fac, quelles sont les possibilités de partir voilà. Et puis je demande pour faire des stages, pour faire un deuxième stage à l'étranger. Et on me dit, mais ça se fait pas trop à la fac. Et puis moi, je voulais vraiment le faire dans le cadre d'un stage parce que j'avais compris que je pouvais avoir des bourses. Ah oui, non mais c'était pas possible. Donc, je commence à chercher d'autres possibilités en me disant, je fais une année de césure.
il y avait les PVT qui me donnaient vachement envie, mais je me disais, en fait, Donc, si je fais permis le PVT, vacances-travail. les permis vacances-travail, ça me faisait rêver carrément. Mais je savais que si je faisais un permis vacances-travail, au bout d'un an, j'enchaînerais avec un deuxième, un troisième, Oui, et tu je reprendrais reprendrais pas jamais mes les études. études. Voilà, donc c'était pas l'idéal. Je me connaissais bien quand même sur ça, je savais comment ça se passerait. Donc j'ai commencé à chercher service civique à l'étranger et entre-temps, j'avais demandé à un prof à la fac. Encore une fois, j'étais allée le voir. Il était pas super apprécié et tout, il était hyper froid. Je me dis bon bah, c'est le spécialiste Afrique Oui, de autant la aller fac. voir Il le faut que je lui demande spécialiste. s'il a pas des pistes. Et puis il m'avait un peu envoyé bouler. Et puis quelques temps après, il vient me chercher dans les couloirs. Il me dit écoute, donc là il me propose un poste. Je crois que c'était au Congo. Et en fait, dans ma licence, on faisait beaucoup de cartographie. Moi, c'était pas du tout ce qui me faisait vibrer, quoi. Oui. C'était, j'avais le cours, mais bon, c'était intéressant, mais j'en aurais pas fait mon métier, quoi. Et là, il me dit, ouais, j'ai un truc au Congo, et puis il m'explique tout le truc. Ça me donnait trop envie, sauf que le taf, c'était de la cartographie. Et je me rappelle, et je pense que c'est la première fois où j'ai osé dire non, je pense. Et je lui ai dit non. Super intéressant. Bah oui, mais t'as raison. Franchement, de mes souvenirs, je pense que c'est la première fois où j'ai vraiment dit non à quelqu'un, voilà, qui a un pouvoir face Oui. à moi, quoi. Et du coup, je lui dis non, je dis bah je suis désolée. C'est adorable d'avoir cherché et tout, mais je peux pas. Ouais, c'est pas ce que tu voulais faire. Ça m'intéresse pas du tout. En fait, la vie, tout ça m'intéresse, faire autre Oui, chose, bah oui. voir dans notre pays, notre culture et tout, parce que c'était vraiment en plus un endroit paumé, dans la campagne, vraiment des choses qui m'attirent. Mais je dis ce boulot, je vais pas le faire bien en plus. Enfin, Oui, non, c'est pas ce que tu voilà. voulais faire, donc valait mieux chercher Voilà. autre chose. Et puis, il a une réaction super sympa. Je me dis, bon, ça va, heureusement que j'ai osé. Et je continue mes recherches en service civique. Et puis, j'avais vu que, voilà, le service civique à l'étranger, tu gagnes à peu près 500 € par mois. Je me dis, bah, forcément, si je pars dans un pays européen, c'est pas Oui, possible, c'est pas tu vois. viable, mais dans des pays d'Afrique, c'est voilà, dans les pays intéressant. d'Afrique, c'est possible. Et de toute façon, c'était ça qui t'attirait. m'attirait. Et donc, je fais des tonnes de candidatures, mais des tonnes. Et franchement, t'étais vraiment motivée à repartir. ouais. J'étais obsédée par ça. Je faisais des lettres vraiment personnalisées. Et ça, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Personnalisées pour chaque truc. Je faisais pas des copier-coller, quoi. Ah non, tu t'es donné. J'ai reçu beaucoup de réponses positives. Trop bien. Comme quoi, le travail paye. Comme quoi, le travail paye. Après, voilà, encore une fois, c'est service civique. Mais, oui, mais voilà, quand même. j'avais service civique, tu peux faire à partir de 18 ans, je crois, même à l'étranger. Donc, moi, j'avais, voilà, déjà 3 ans d'études. J'avais été à l'étranger aussi par des voyages, voilà, notamment pour l'Afrique du Sud, mon stage. Enfin, donc au final, je reçois quand même beaucoup de réponses positives et je commence un peu à faire la difficile, à me dire bon, ça non, ça non. Et je finis par accepter un service civique dans une école parce que en fait, à ce moment-là, j'avais déjà un peu regardé les masters que je voulais faire. Le master pour être professeur des écoles, le master MEF, c'était celui qui m'intéressait le plus. Mais ce qui me gênait, c'était ce cursus où voilà, tu fais un concours et puis ensuite tu es rattaché à l'éducation nationale. Ouais. Alors pour certains, c'est super confortable, mais moi c'était pas du tout ce que je voulais faire parce que mon objectif c'était voyager. Oui, donc ce que tu peux pas du tout Donc faire. Si je me dis en fait, c'est un peu idiot de passer un concours, enfin faire un master, passer un concours et si je l'ai, me retrouver coincée alors que c'est pas ce que j'ai envie. Et si je l'ai pas, me dire j'ai fait un master pour rien. Mais tu avais déjà l'idée de devenir professeur est venue à ce moment-là? Alors, l'idée d'être professeur des écoles, je l'avais toujours. Bon, le truc de petite fille, forcément, voilà. Toujours la maîtresse. Mais je l'avais toujours un peu gardé en tête parce que, voilà, j'étais partie dans des études dans le social. J'adore le public des enfants. Et puis, en fait, je m'étais pas embarquée dans le cursus classique de tu veux faire professeur des écoles, tu vas à la fac en objectif de ce master, parce que j'avais ce truc de me dire ah non mais si ça me plaît pas, j'ai pas envie d'avoir perdu mon temps pour faire des études qui servent à... Voilà, je voulais quelque chose de pratique. C'est pour ça que j'étais partie sur le DUT, pratique et que je puisse travailler le plus rapidement possible sans aller jusqu'au master. Et je savais pas si moi le master quand tu sors du bac t'es là 5 ans, c'est énorme. Oui, et puis tu sais pas comment tu vas évoluer. Ça, non, mais c'est sûr. 5 ans, tu te dis, c'est long et c'est dur. Non, mais c'est sûr. Donc, je me disais, je sais même pas si je suis capable de le faire.
Donc voilà. Donc je me dis, je me fais une année de césure et en me disant, au retour, peut-être que je fais ça. Et entre-temps, donc ce fameux prof qui m'avait parlé de cette mission au Congo et tout, quand je lui ai dit non, il m'a dit, mais tu veux faire quoi? Et je lui ai dit, je veux voyager, mais je voudrais faire un master MEF. Voilà, je suis un peu... Et il me dit, mais n'importe quoi. Il y avait zéro filet, je me rappelle. C'est débile, ton fonctionnement. Et je te mets Pourquoi? Il me dit, c'est pas du tout ça, master MEF, tu vas te retrouver incohérente. Et exactement mes craintes. Il me dit, il faut que tu fasses FLE. Je dis, de quoi il me parle? Et tu connaissais même pas. Ah, même pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que Et c'est c'est ce quoi, truc? du coup? Du coup, c'est un master pour être professeur de français langue étrangère. Il me dit, t'aimes les petits, tu peux trouver des postes avec des petits. T'aimes les grands, tu veux travailler à la fac, tu peux trouver. C'est hyper large. Ouais, ça correspondait Et à tu tout peux ce que voyager. tu voulais, Il en me dit, fait. tu peux faire en ligne, tu peux. Et puis moi, sur le coup, alors que ça correspondait à tout ce que je voulais, sur le coup, je me dis, il y a quand même un peu brut, quoi. Enfin, la façon dont il me le présentait, c'était un peu... Ouais, tu connaissais pas en plus. Ouais, Donc puis je tout était connaissais nouveau. pas, voilà. Puis je me rappelle, sur le coup, j'étais un peu... ouais, sceptique, je sais pas. Puis je le laisse un peu de côté. Et puis voilà, en cherchant mes services civiques, voilà, je me disais, quand même, si je peux trouver dans une école, parce que, voilà, j'aimerais bien aller après dans l'éducation. Et puis, je me rappelle un peu de ce truc de FLE et je vois qu'il y a une formation que je peux faire en ligne, qui est un peu transition entre la licence et le master. Ça s'appelle un DU, donc diplôme universitaire. Tu peux en faire à la fac. Et moi, je voulais faire à distance puisque mon objectif, c'était partir pendant 1 an pour Oui. part. Et donc, je me dis, bon, je fais cette formation en ligne. Si ça me plaît pas, au pire, j'ai perdu, ça me coûtait 400 balles Oui, ça, c'est au pas CNED. grand-chose. Au pire, bon, voilà. Et puis, si ça me plaît, au moins, je fais ce master FLE plutôt que MEF. Ouais. Donc, voilà. Donc, je pars en service civique avec ce truc du CNED dans mes bagages, FLE. Et j'arrive au service civique. En fait, ma mission sur le papier, c'était écrit, je sais plus l'intitulé exactement, mais en gros, je devais être l'assistante d'un enseignant. Et c'était où? C'était au Sénégal. Ok. Donc tu repars en Afrique pour être assistante professeur. Mais dans un pays francophone. Au final, la plupart des pays proposés par les services civiques, c'était des pays francophones. Donc voilà. Et pareil, je ne connais absolument... Comme d'habitude, je me renseigne pas du tout sur le pays où je vais. Ouais. Découverte totale. Parce que je veux pas avoir... Mais même une fois que je sais ma destination, je cherche pas parce que j'ai pas envie d'avoir de... Ouais, ça je comprends. Je préfère perdre du temps sur place à chercher, te renseigner. Voilà, me renseigner, que avoir une idée toute faite et après être déçue. Et puis, ouais, j'arrive en pleine nuit, puis donc on se fait des présentations super cool et tout. Ils me disent, bon, voilà, on va dans le village et c'était en brousse. Je savais que c'était en brousse, ils m'avaient bien prévenu qu'il y avait rien. C'était la campagne profonde, quoi. Rien. Et ils m'avaient un peu expliqué rapidement où j'allais atterrir au niveau de l'ethnie dans laquelle j'allais être. Okay. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'ethnies, comme la plupart des pays d'Afrique, il y a beaucoup d'ethnies au Sénégal. Et là, en fait, j'allais chez les Peuls. Les Peuls, c'est des nomades, bon, pour le coup, anciens nomades. Tu en trouves du Sénégal jusqu'au Soudan. D'accord. Donc, en fait, c'est, tu vois... nous, souvent, on pense aux nomades, on pense aux Touaregs, tu vois, plus d'Afrique un peu plus nord. Mais en fait, on a aussi je savais pas du tout. plein de zones d'Afrique. Et là, t'as les Peuls. Okay. Donc, j'allais chez eux, qui étaient sédentarisés depuis... Alors, peut-être que maintenant, je me trompe, mais il me semble que c'était au moins 2 ou peut-être 3 générations maintenant. Ouais. Mais j'en savais pas plus. Et pareil, je fais pas des recherches, je tape pas Peul sur Internet. Tu découvres tout sur place, quoi. Tout sur place. Et donc j'arrive la nuit, donc on traverse Dakar, et puis on sort de Dakar, et on roule une bonne heure et demie, et il fait nuit noire. Je vois pas le paysage. Et on est dans un pick-up, on discute et tout. Puis, bref, je vois pas le paysage, j'essaie de regarder. Je vois dans les phares que qu'il y a rien. Du sable. C'est du sable. Qu'il y a même pas de végétation, tu sais, c'est très sec, quoi. Enfin, je viens du sud-ouest, quoi. C'est vert. Et la grosse choc. C'est pas passé vert parce qu'il pleut. Et là, je me dis, ah ouais, c'est la vraie, c'est la terre d'Afrique, tu vois. Le cliché de la terre d'Afrique. Ce que tu voyais dans les dessins animés, pour le coup. Carrément. Ouais, c'était rigolo.
Et je me réveille et tout le lendemain matin par le bruit, un bruit, mais c'est vraiment, j'ai jamais entendu ce bruit ailleurs que là-bas. C'est des cris d'enfants, des rigolades. Et en fait, ils m'avaient présenté ma case. Donc, c'était qu'ils avaient construit exprès, parce que j'étais la première service civique de cette association qui était plutôt jeune. Donc, ils avaient construit un truc vraiment juste pour moi, quoi. Donc, j'avais les parpaings, c'était des 4 murs, des parpaings. Et j'avais un lit, c'était des palettes en bois. Et ils avaient mis un matelas dessus. Et puis, dans ma chambre, ils avaient fait un petit rectangle avec une toilette, mais pas de chasse. Ce qui est pas mal, mais pas de chasse. Oui. Donc, en fait, je Tu mettais devais... l'eau d'un seau. Voilà, l'eau d'un seau, je devais tirer la chasse comme ça. Et pareil pour la douche. Oui, Je devais au seau, donc eux, ils appelaient au satala. C'est une sorte de grosse carafe en plastique où, voilà, c'est plus pratique que le seau, tu vois. Donc, voilà. Donc, t'es quand Donc, ça, même c'était ma chambre. vraiment en immersion totale. Oui, après, encore une fois, c'était luxe par rapport à... Bien sûr. Mais ça certaines reste cases. quand même très rudimentaire Mais voilà, par rapport à ce qu'on connaît. ça reste basique. Oui. Voilà. Et puis, donc, je me réveille par ce bruit et je savais pas s'il fallait que je sorte ou pas. Et je passe quand même un petit moment à écouter. Et ça parle pas du tout français. Alors que, bon, le Sénégal, sur le papier, on dit c'est francophone, Oui. mais voilà, il y a Ils ont les dialectes dizaines locaux. d'ethnies avec leurs dialectes. Et moi, pour le coup, donc, t'as le Wolof aussi qui est parlé quand même à peu près partout. Mais le Poulard, je savais même pas... Tu sais, quand tu connais rien d'une langue, tu n'arrives même pas à distinguer les mots. Tu sais, c'est Ah bah oui. une ligne. Et j'ai écouté. Bon, bref. Vraiment, déjà, sans sortir de ma case, sans avoir vu l'extérieur de ma case, j'étais là, waouh, c'est fou. Je suis dans un autre monde. Et là, je sors et vraiment, j'ai des dizaines d'enfants qui me sautent dessus, des petits bouts là, trop chauds. Et du sable. Du sable, que du sable. Rien. Pas un buisson, pas très peu d'arbres même, tu vois. Enfin, un gros changement par rapport à ce que tu connais. Il y avait un gros arbre, tu vois, au centre, mais franchement, sinon, gros changement. Il y avait rien à voir ce que je connaissais. En face de ma case, j'avais la maison du chef qui était beaucoup plus grosse que les autres et toute carrelée. Enfin, ça faisait. Tu voyais un peu le contraste. Ouais, c'était rigolo de voir, voilà, chaque famille. Et voilà. Et bon, donc il a quand même, tu vois, une très très belle maison, mais il n'avait pas de cuisine. Donc sa cuisine, c'était une cuisine extérieure dans des parpaings comme moi, où certaines familles n'avaient même pas les moyens de s'acheter du gaz, donc ils faisaient du feu pour faire leur riz, tu vois. Donc même ceux qui avaient une maison un peu plus élaborée, il y avait sur un autre truc, tu voyais qu'au final, bon voilà, ils avaient investi leur argent dans tel ou tel truc. Mais voilà, très 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 modeste. J'ai vu après des villages beaucoup plus pauvres et tout, mais ils vivaient très simplement. Donc tous les midis, je mangeais avec eux, avec la famille chez qui j'étais, celle du chef du village, quoi. Donc tu manges dans des très grands plats. Là, normalement, tu manges avec les mains. Bon, il m'avait donné des cuillères. Après, des fois, je le faisais aussi, tu vois. Mais bon, c'est toute une technique, tu vois. Donc même si tu veux, c'est pas si simple. Voilà, et puis... du poulet, c'est le repas de fête, tu vois. Donc, le premier jour, je mange du poulet parce que c'est mon premier jour, donc ils vont faire un repas de fête. Ils t'ont bien accueilli. Voilà. Mais après, voilà, c'est le poulet, voilà, c'est pour les jours de fête. On mange du poisson parce qu'on est près de la mer quand même. Okay. Et voilà, c'est un poisson pour toute la... pour 8, tu vois, dans le plat. C'est pas un poisson énorme, tu vois. Pareil, les légumes, ça coûte plutôt cher, donc on mange beaucoup de riz. Et les légumes, t'as 2 petits morceaux de carottes qu'on partage, 2 petits morceaux de patates, c'est... Voilà. Moi qui suis habituée à manger énormément de légumes, ça c'est vrai, pas dur, mais c'est vrai que je l'ai vu... c'est la première fois que je vois mon corps changer, quoi. Oui, par l'alimentation. Il n'est pas habitué à... Oui, parce que du coup, tu manges quasiment que du riz tout le temps. Bah ouais, du riz très gras, très gras, parce que là-bas, plus tu es rond, enveloppé, plus tu es riche. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que tu manges à ta faim. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas forcément équilibré, mais c'est nourrissant. Oui. ça te cale, quoi. Ça te cale.
Et donc voilà, donc je passe quelques jours assez simplement dans le village, à rencontrer tout le monde. Mais Voilà. là, t'étais un peu l'attraction, j'imagine. J'étais parce carrément que... l'attraction. Oui, C'était en plus, je suis blonde, bah, donc c'est ça. toutes les petites, elles voulaient me faire des tresses. Et puis, ils pouvaient me maltraiter les cheveux, ils faisaient ce qu'ils voulaient, je les laissais faire, c'était rigolo. Et puis voilà, quelques jours passent et donc ils m'ont montré l'école. Et en fait, l'école, ils venaient de la construire parce que jusqu'à maintenant, l'association faisait de l'aide aux devoirs dans un poulailler, Ah ouais. un ancien poulailler. Ils avaient rien. Ils avaient juste voilà les 4 murs du poulailler et ils Ouais. avaient mis de la peinture noire sur les murs pour faire comme des tableaux noirs, tu sais. Ouais. Mais c'était plus de l'aide aux devoirs jusque-là. Et là, quand j'arrive, du coup, ils avaient construit déjà, je crois qu'on avait, depuis 1 an, ils avaient construit 3 salles de classe. Mais pareil, comme ma case, c'était du béton, enfin des parpaings, et ils avaient juste mis un peu de crépi noir Ouais. sur les murs, juste sur la partie haute, tu vois, Oui, des vraiment murs pour le pouvoir, petit tableau, quoi. voilà, le petit tableau. C'était très très simple. Pas de chaise. Donc les enfants étaient assis par terre. Donc par terre, on était sur des nattes. Pas de imprimante, tu vois, Ouais, pour non, bah, rien de faire des moderne, quoi. photocopies et faire des exercices, tu vois, non. Et puis bon, voilà, très simple. Donc ils me présentent l'école et puis rapidement je me rends compte que je vais avoir une classe. Qu'il n'y a pas de professeur. En fait, il y a 2 Pas de professeur professeurs, pour... mais pas pour, il y a une classe qui n'a Ouais. pas de professeur. Donc Et tu trop n'as jamais sympa. été prof à ce moment-là. Et à ce moment-là, je n'ai Enfin, jamais été prof. c'est... Jamais. Oui, tu devais être assistante à la base. C'est ça, sur le papier. Mais bon, sur le coup, je me dis, bon, bah, c'est une super Oui, opportunité. c'est Il génial. y a besoin. Donc, moi, je suis venue pour Voilà, pour faire aider une expérience pour moi, mais aussi d'abord pour pour aider, les quoi. enfants. Donc, du coup, bon, ils sont cool, hein. Ils me donnent la plus petite classe. Je crois que j'avais 17 élèves. 16 ou Oui, mais bon, 17. quand t'en as jamais eu, c'est Genre, quand même... voilà. Et j'avais des grandes sections, donc ça Ouais. reste des petits, quoi. Ça reste encore de la maternelle. Donc, Ouais. voilà. Et puis voilà, je me mets dans le bain, je rencontre mes collègues, et puis ouais, comment Ils parlaient devenir français? enseignant. Mes collègues parlaient français. Les enfants, pas tous. Pas tous parce que ils parlent le poulard du coup à la maison. Et puis quand ils étaient à l'école, donc quand il y avait que de l'aide aux devoirs, ils allaient à une école qui était plus loin. Et ils parlent la langue véhiculaire du pays, c'est la plus parlée. Et ils parlaient un petit peu français à l'école, Ouais, mais c'est pas les petits, ils sont pas bilingues, quoi. C'est bien sûr. pas, ils parlent Donc, français c'est à quand même l'école. compliqué de Voilà. communiquer. Et moi, j'ai des maternelles qui, pour la plupart, n'ont jamais été scolarisées, même si c'est des grandes Ah ouais, sections. ok. Donc, Et là, tu t'en sors comment, du coup? j'avais mon ordi, il n'y avait pas de Wi-Fi, mais j'avais une carte SIM Ouais, locale local. où j'avais mis de l'internet et du coup je faisais du partage de cours sur mon ordi. Et en fait, on enseignait de 8h à 15, non, de 8 à 14. Et ensuite, on mangeait à 14 et la journée était finie. Ouais. Donc en fait, moi j'avais quand même mes après-midi et en fait, mes après-midi, les premiers mois, je bosse. Tu travailles. Je bosse pour apprendre à enseigner comme je peux. Bah oui. Et aussi faire un petit peu la formation que j'avais prévue avec Docnet. Mais voilà, je bosse quand même beaucoup, beaucoup. Et les premiers mois, franchement, les 2 premiers mois, je sors pas beaucoup du village. Je fais pas du tout la touriste, contrairement à tout ce qu'on peut imaginer. à ce qu'on peut imaginer. Ouais, mais en même temps, c'est super intense. Tu viens d'arriver dans une c'est ça. école. Et puis j'étais vraiment dans l'objectif. Je me disais, en fait, je pourrais bouger plus tard. Mes parents avaient prévu de venir me voir à Noël. Je bougerai avec eux. Je me disais tout le temps, je bougerai plus tard parce qu'on avait quand même des vacances scolaires de prévues. Oui. Mais voilà, je voulais être efficace avec les petits. Et c'était ta mission de base. voilà, c'est ça. Sauf que ma mission de base, petit à petit, elle s'élargit, on va dire. J'ai des plus grands, par exemple, deux filles, je crois. Surtout une, je sais pas que j'ai suivi, mais des filles qui avaient 16, 17, 18 ans, qui n'avaient quasiment pas été à l'école. D'accord. Et qui devaient commencer à travailler pour aider leur famille. Et elles avaient besoin d'apprendre un petit peu de français pour pouvoir aller travailler plus loin, dans des villages plus gros où il y avait peut-être des hôtels, des choses comme ça, ou carrément à la ville. Et elles parlaient pas français. Donc, je me mets, après l'école, à faire des cours à des adultes. C'est des adultes à ce moment-là, à des adultes. Mais c'est même pas des cours de français, c'est des cours de
d'alphabétisation parce qu'elles savent pas lire et écrire. Donc Mais là, c'est pareil, t'as jamais fait ça. Comment c'est tu pareil, j'ai fais jamais pour fait ça. au tout début? Du coup, entre la formation que je fais où j'apprends quelques petits trucs, et franchement, c'était assez ledge, tu vois. Donc, entre ça et mes recherches internet, Et tes intuitions aussi. mes intuitions, ouais, j'essaye de faire comme je peux. Au final, franchement, avec le recul, je me dis, franchement, c'est pas mal ce que j'avais fait. Pour une débutante et avec si peu de moyens, Elles ont réussi à apprendre quelques... Ouais, même les petits, enfin... Ouais, pour le coup, t'as été vraiment utile dans le village. J'ai été efficace, je pense, ouais. Voilà. Et puis, on arrive en février et on entend parler du Covid. Ah, bah oui, c'était à cette époque-là. Ouais, on entend parler du Covid, mais non, on est déconnectés. Enfin, tu m'étonnes. même moi, si je suis les news en France, oui, ça te paraît si loin. Si loin, j'en ai pas rien à péter, mais ça m'atteint pas, quoi. Ah non, en même temps, t'es dans un petit village au fin fond du Sénégal. Non, ça m'atteint pas du tout. Et puis entre-temps, je rencontre plein de personnes. Il y a pas mal à partir de, je crois que c'était janvier, des personnes qui viennent dans le village pour aider, mais sur des périodes de 1 mois, 2 mois. C'était 1 mois minimum, en général 1 mois et demi à peu près. Et c'est des jeunes, surtout des filles. À ce moment-là, moi, je me rends compte qu'il y a des trucs un peu bizarres au niveau de Parce qu'elle faisait leur quoi arrivée. En fait, c'était toujours un peu utile, tu vois, parce que, enfin, franchement, elles étaient utiles parce qu'elles nous aidaient. Elles n'étaient pas profs, du coup. C'était pas des profs pour 1 mois. Elles nous donnaient des coups de main dans l'école en tant qu'assistantes. Assistante, ouais. Donc, ça soulageait. Et franchement, elles étaient utiles, hein. Elles étaient toutes utiles. Mais t'as commencé à te rendre compte que c'était pas... Et en fait, en fonction des arrivées, en discutant, en fait, c'est des filles qui payaient, tu vois, pour venir. Déjà complètement différent. La démarche est complètement différente. Et petit à petit, je me rendais compte qu'à chaque arrivée, elles payaient tout un peu plus. Ouais. Tu vois, le prix, il augmentait. Oui, donc il y a un business. Alors que la vie sur place n'était pas plus chère, tu vois. Les cases, elles étaient déjà construites, là où elles logeaient. Bref, il y avait ça, il y avait des petits trucs au niveau de la gestion de l'asso où je trouvais ça bizarre. Puis il y avait des tensions qui se sont un peu créées, voilà, parce que on posait des questions qui plaisaient pas. Ouais. À ceux qui géraient l'asso, donc surtout la française qui gérait ça. Ça part un peu en cacahuète. La française décide de virer des personnes qui étaient là en support, tu vois, donc de ces personnes-là, et qui n'étaient pas passées par le SVI. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient, notamment un mec, qui était arrivé, il était en voyage au Sénégal, il avait voulu donner un coup de main, il a dit « Ok, je reste 1 mois, vous aider ». Il était trop efficace, il nous construisait tout plein de meubles, de trucs, parce qu'on n'avait rien. Et du coup, elle commence à virer donc ce mec et une autre nana qui étaient arrivés sans passer par le SVI, donc sans contrat, tu vois. Donc c'était plus facile. Bénévolat. Elle les vire et les tensions étaient tellement montées crescendo depuis janvier. Déjà, ils avaient essayé beaucoup de nous diviser, tout ça. C'était très space, l'ambiance, et c'était complètement dégradé. Et là, à partir du moment où ils ont décidé de virer, mais vraiment comme des malpropres, du jour au lendemain, ces 2 personnes. C'est volontaire. On est assez volontaires. On a dit, on part tous. On prend tous notre Donc c'est que ça avait vraiment changé. Ça avait vraiment changé. En fait, ça faisait... les tensions étaient montées, il y avait plein de choses qu'on trouvait bizarres, on posait des questions, ça leur plaisait pas du tout. Enfin, c'était vraiment anxiogène. Ouais, c'était anxiogène. Et surtout, c'est devenu un business parce que toi, t'es arrivé au début, il y avait rien, personne. Et d'un coup, tu te retrouves avec... Du coup, oui, on avait l'impression que là, ça devenait business et que c'était plus du tout le but de départ et que, enfin, nous, on était tous là pour aider, mais en fait, on disait, mais à un moment donné, il faut pas profiter non plus des gens, quoi. Non, c'est et le problème, c'est que, en fait, ils auraient été transparents, nous dire oui, je sais pas moi, oui, les prix ont augmenté, mais parce que l'argent va servir à faire tel truc, mais en fait, c'était pas clair. Oui. Si tu justifies, d'accord, tu vois. Ok, on était tous dans cette démarche. Et les gens, s'ils sont là, c'est qu'ils ont payé, c'est qu'ils étaient ok de payer cette somme, tu vois. Mais on leur a pas mis le couteau sous la gorge, mais sois clair, en fait. Oui. Et là, ça l'était pas, et ils étaient vraiment en train de nous monter les uns contre les autres, parce qu'ils voyaient qu'on était vraiment une petite bande de copains, en fait.
Et c'est en discutant qu'on se disait, ah, oui, mais tiens, ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Et là, ils se sont dit, OK, il faut les diviser parce que Oui, ils sont en train de se rendre compte que ils réalisent potentiellement, trop de il se choses. passe quelque chose. OK. C'est ça. Donc là, vous partez tous. Et donc, on part tous. Ah oui, et donc, avant de ça, donc quelques jours avant, on avait contacté. Donc, moi, j'avais écrit des lettres au service civique, à mes intermédiaires. Ils ne me répondaient pas. OK. Donc ça, c'est pas top du tout pour le coup. Parce que c'est quand Ils même toute m'avaient seule. envoyé un mail une fois en me disant, oui, la Française nous a envoyé un mail en disant que ça se passe pas bien. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils commençaient à essayer de nous monter les uns contre les autres. Oui, parce que ça se passait très bien. Elle disait, en fait, elle avait dit que ça se passait pas bien au niveau de l'ambiance. Alors que, enfin, mon taf, je faisais beaucoup plus que mon taf, tu vois. Donc, voilà. Déjà, tu ne vais pas faire ce que C'est tu ça. veux. Et elle m'avait séparée de tous les autres. Donc, en fait, normalement, il y avait une case fille, une case garçon. Et du coup, elle m'avait séparée pour pas que je discute avec les autres filles. Donc moi, j'étais service civique, mais j'étais rattachée, alors je sais plus comment exactement, j'avais quand même un intermédiaire SVI aussi. Donc on leur demande un visio tous ensemble. Et on définit une horaire et tout ça. Et en fait, ils ont prévenu, on pense qu'ils ont prévenu la responsable de l'association. Et c'est quand elle a su ça qu'elle a viré les 2 personnes qu'elle pouvait virer. OK. Et c'est là où on a dit on part tous. Oui, vous sentiez que là, ça allait plus du tout, quoi. Oui, on a dit, mais en fait, là, elle écoute aux portes, tu vois. D'où elle sait que Oui, on va dire ça, parce qu'en fait, ça pouvait même devenir dangereux. oui, et ça devenait très tendu, même, ouais, c'était vraiment anxiogène, c'était très bizarre. Donc, on décide de tous partir. Moi, franchement, j'ai eu du mal à partir parce que j'avais mes élèves depuis 6 mois. Donc là, c'était en février. Depuis septembre, j'étais arrivée fin août. C'était... Et puis, ça se passe comme ça, quoi. On dit, on part. On revient de l'école. On revenait de l'école à 14h. Et là, elle dit, je vous convoque, toi et toi. Je vous vire. Les autres, les 2 personnes arrivent en larmes. On s'est fait virer. Il faut qu'on parte. Et là, on a dit, bah non. On part tous, quoi. On part tous. Okay. Ils ont voulu jouer. Ben là, ils ont perdu. Et c'était horrible parce qu'on était tous là pour la même chose. On était tous là pour donner un coup de main. Moi, voilà, j'étais la maîtresse de une dizaine d'élèves. Donc, c'est horrible. Donc, on commande une charrette. C'est le Uber local. C'est genre un âne avec une planche et 2 roues, tu vois, donc une charrette. Et on met nos affaires dessus. On fait tous nos sacs, on met nos affaires dessus et on part. Donc, on n'est même pas sur la charrette, tu vois. On marche derrière la charrette, dans le sable. Et on était là, je me rappelle, tous, on pleurait. Bah oui, et j'ai dit au revoir à quelques-uns. Dont à des personnes qui ne parlaient pas français et avec qui j'avais du mal, tu vois, à échanger avec des personnes âgées qui ne parlaient pas du tout français. Et enfin, c'était horrible, quoi. C'était dur de dire au revoir à tout le monde. Et surtout très violent. Très violent, très très violent. Et moi, ça faisait quelques jours qu'on me disait, même des vieilles du village, quelques jours avant, elles m'avaient dit fais attention. Ok, donc c'est que ça commençait vraiment. Elles m'ont dit des choses. Elles me disaient fais attention là. Fais attention. Il se passait quelque chose dans le village. Telle personne peut être dangereuse, tu vois. Donc voilà. Donc là, tu commences à avoir peur quand même à ce moment-là. Oui et non. Après, t'étais pas moi, je pensais aux enfants, en fait. Déjà, j'étais pas seule. Et moi, je pensais aux enfants, en fait. J'étais là, moi, je veux aller jusqu'au bout pour les enfants. J'avais la haine contre certaines personnes. J'étais en colère contre certaines personnes avec tous les petits événements qui s'étaient passés. Mais j'étais là pour les enfants, en fait. Je me suis dit, je vais au bout. Moi, tu voulais pas les laisser. Quand je fais quelque chose, je vais au bout. Mais là, du coup, on décide de tous partir. Et on disait, mais il faut pas regarder derrière, faut pas regarder derrière. On avait il y avait un silence dans le village et il y avait tous les enfants qui nous regardaient. Ils étaient retenus par parents et tout le monde nous regardait partir. Et tout le monde a compris pourquoi on partait. Oui. À part les tout petits, tu vois. Mais tous ceux qui étaient de notre âge et les adultes. Ils savaient ce qui se passait, quoi. Tout le monde savait. Tout le monde savait ce qui se passait. Tout le monde a compris pourquoi on partait. Et peut-être qu'ils m'en ont voulu, ils nous en ont voulu à tous, peut-être. C'est possible. Oui, mais à un moment donné, j'ai gardé contact avec certains, tu vois, donc je sais que même s'ils nous en ont voulu de partir et de les laisser tomber, entre guillemets, je pense qu'ils ont compris. Bien sûr. Et donc après, vous faites quoi ? Et du coup, on part et voilà, il y a toujours cette histoire de Covid qui traîne, voilà. Et donc, on part à Dakar, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y en a une, elle veut rentrer, elle est trauma.
Vraiment, mais celle qui s'est fait virer, trauma, elle veut rentrer, elle est pas bien du tout. Moi, je dis, j'ai pas envie de rentrer. Quitte à être là, je veux continuer de visiter un peu le pays et tout ça. Et donc, on se retrouve à 4, donc 2 mecs, 2 nanas, et on visite le Sénégal. On fait plein de trucs. Moi, il y avait déjà des petites zones que j'avais vues, mais voilà, on fait plein de trucs nouveaux. On va dans une région, on nous avait dit surtout n'allez pas, mais bon, on y va quand même. Ouais. Vous respectiez quand même. Voilà, on est à 4, on fait attention, beaucoup plus mature que l'Afrique du Sud, hein, vraiment. Rien à voir. Et voilà, on est 4 et avec des mecs. Oui, et ça change tout. Ça change tout. Dans des pays comme ça change tout. Et quand il y avait des gars un peu insistants, on disait mais oui, c'est chacune notre mari, et puis ça aide. Nous embêtait plus, tu vois. Et puis c'était des gars, il y en avait un qui était super grand, enfin avec une barbe, ça leur faisait un peu peur, tu vois, on aurait dit un viking. Donc franchement, on n'était pas du tout embêtés. Bref, et donc on passait un mois de régalade, vraiment, c'était génial. Et là, on me dit, donc moi j'avais fait une rupture de contrat en fait, parce que j'avais quitté. Donc je quitte le service civique, je leur dis, je suis partie, et ils me parlent que d'administratif. Ils me disent donc il faut faire ça, t'es d'accord que tu romps ton contrat, et aucune question sur les conditions de mon départ, alors qu'il y a des trucs que j'ai dit dans les mails qui étaient graves. J'ai des trucs, ils auraient dû me dire de rentrer, tu vois. Enfin, certes, j'étais majeure, mais... oui, mais tu restes sous leur responsabilité. C'est ça. Donc, franchement, grave. Mais ça, c'est bien de le signaler, parce qu'il faut se méfier quand même des organismes. Et les filles qui étaient avec le SVI, il y en avait surtout une, elle voulait porter plainte contre le SVI, parce qu'elle disait, mais là, ils nous ont jetés dans la gueule du loup, il se passait des trucs, enfin, voilà. Et moi, j'ai dit non, franchement, je suis tellement... ça m'avait tellement coûté de laisser les enfants que je voulais tourner la page, tu vois. Oui. Je voulais pas m'embarquer dans un truc. Je dis, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont toutes les infos. Et ah oui, il y avait autre chose aussi, c'est que je dis, en fait, si on fait ces démarches-là, ils vont rayer l'assaut de la liste. Donc les enfants n'auront plus jamais... Et du coup, c'est les enfants qui vont payer les répercussions, tu vois. Alors que c'était pas le but. Moi, le but, c'était que les personnes qui avaient fait ce qu'il fallait pas soient rayées de la liste des gens à recommander, mais pas l'assaut. Tu vois, parce que l'ASO, il y avait quand même énormément de choses qui étaient faites et qui étaient super. Donc voilà, donc je dis non, moi j'ai pas envie de batailler. Et puis donc on passe ce mois un peu entre les deux à profiter, et quand même à échanger des mails, et à se remettre de tout ça. Et on est ensemble aussi, donc on peut parler de tout ça, on sait ce qu'on a vécu. Aide, vraiment. On a vécu la même chose tous ensemble, même si... à des échelles différentes. Voilà, il y en a qui ont passé que 1 mois, et il y en a qui, par exemple, le gars qui était avec moi en service civique, moi j'étais arrivée en août, lui était arrivé en septembre, je crois, donc on avait fait tout le chemin ensemble, quoi. Et voilà, et puis on finit par nous dire que l'ambassade veut rapatrier tout le monde, et fallait rentrer. Très envie, mais bref, il me dit bon, faut rentrer, donc je rentre. Là, je suis au fond du seau, parce que c'est hyper retour de voyage. Enfin, déjà, c'était parce que j'avais prévu de rentrer à ce moment-là. C'était parce que j'avais prévu de l'assaut. Bon, mais le Covid, personne n'a prévu ça, tu vois. Donc voilà. Ouais, ça fait un gros changement pas prévu. C'est violent. Ça. Mais d'un côté, j'étais contente de voir personne parce que j'avais pas envie de parler, tu vois. Et le confinement, a aidé. Je l'ai pas mal vécu, du coup. Parce que j'étais avec mes parents. Oui. Et même mes potes, j'avais pas forcément envie de les voir. Je me rappelle, on faisait des visios, tu sais, Covid. J'avais même pas envie de parler, tu vois. Et donc, au final, ça m'a fait plutôt du bien. Heureusement qu'il y a eu ce confinement à ce moment-là pour moi, tu vois. Voilà, et puis je finis ma petite formation, je fais mes cours, mes examens en ligne et tout, puis voilà. Je m'inscris en master à Pau, pas très loin de chez moi, 1 heure de chez moi. Ça a été en fait la révélation quand même d'enseigner à ces enfants. C'est ça, et je me suis dit en fait, c'est la révélation, c'est oui, je veux être à l'étranger. Je préfère enseigner aux enfants que aux adultes, mais de toute façon le FLE, voilà, c'est pas spécifique. Voilà, ça permet de tout faire, c'est pas spécifique pour les enfants, mais mon premier objectif, c'est bouger. Donc au final, même si ça n'a pas été une super expérience au niveau de... ça a été une révélation quand même. Ça a été une révélation quand même. Je me dis, c'est ça quand même que je veux faire, c'est être à l'étranger, bouger et voir d'autres pays, d'autres langues. Je fais mon master, donc toujours un peu Covid quand même. Mais pareil, je le vis pas spécialement mal parce que je suis qu'à 1 heure de chez mes parents, donc même si j'ai mon appart, je le vis pas mal.
Mais mon objectif, c'est, voilà, dès que je peux partir, je pars. Et je sais qu'il y a 2e année, un long stage. Puis, je fais mes candidatures. Et puis, c'est Covid, quoi. Donc, ah ben oui, on aimerait bien, mais les frontières sont fermées. Ah oui, on aimerait bien, mais ça ouvre, ça ferme. Enfin, Ouais. c'était tout le temps C'était trop instable. trop galère. Trop galère. Et puis, je reçois des propositions d'entretien. Et en attendant ces entretiens, je reçois une réponse de Bali qui me dit, donc le lycée français de Bali, qui me dit oui, direct. Elle me dit, c'est bon, t'as un profil atypique, avec un peu les voyages et même les études juste que j'ai faites, c'est pas le schéma classique. Elle me dit ok, c'est bon. Elle me dit le seul inconvénient c'est que voilà, c'est le Covid et les règles changent très souvent en Indonésie. Donc parce que là je m'y prends tôt. Je m'y prends quasiment un an avant pour partir voilà en janvier du coup 2021 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et voilà. À chaque fois, je me mets à jour un peu sur les règles et tout. C'est toujours possible. En magouillant un peu au niveau des visas parce que il y a pas de visa touriste. Il n'y a plus de touristes en fait. Oui, bah non. Ah bah, C'est que un visa business. Mais bon, clairement, la proviseure me dit c'est bon, ça passe. Et puis, donc voilà, je prévois ça. Enfin, je prévois. Je prends mon billet et puis pareil, je me renseigne sur rien de Bali. Mais rien. J'ai quelques images en tête et quelques clichés, tu vois, parce que c'est quand même connu, mais je ne me renseigne absolument pas. Et t'avais jamais fait l'Asie à ce moment-là? Jamais. Si. J'étais allée en Thaïlande 2 semaines et quelques avec des copines. Et donc, t'as atterri à Bali. Attends, avant d'arriver. Il s'est passé quoi? En fait, je me rappelle, j'avais mon vol le 6 janvier. Et le 4, il y a une nouvelle règle qui sort parce qu'il y avait énormément de Covid en Europe avec les fêtes. Et l'Indonésie décide de refuser l'entrée à une liste de pays dans la France. Oh non. Et 2 jours avant mon vol. Je me dis, bon, un malentendu, ça peut marcher. De toute façon, mon billet, je l'ai payé. Donc, on voit si on m'arrête à l'aéroport. Et puis, si j'arrive sur place et qu'on me dit de faire demi-tour, bon, bah, au moins, j'ai tenté. La directrice, elle me dit, oh là là, mais c'est mort. Elle me dit, c'est mort, quoi. Ouais. Elle a jeté l'éponge. Et moi, je me dis, bon, bah, toujours pareil, on sait jamais. Je me dis, ça peut encore changer, je sais pas. Et je réfléchis pas du tout. En fait, moi, je prends toujours très souvent, je prends mes vols en Espagne. Très souvent, c'est moins cher que à Bilbao, que d'aller à Bordeaux. Oui. C'est un peu à la même distance. L'Espagne n'était pas dans la liste des pays, mais je suis française. Donc, je me dis peut-être que c'est les Français, en fait. Et puis, j'arrive de France. Enfin, je suis passée par voie terrestre, tu vois. Donc, mais tu décolles d'Espagne. Je décolle d'Espagne. En Espagne, on ne dit rien. Je passe. Il n'y avait aucun vol à l'époque vers Bali, aucun vol international vers Bali. Donc, tout le monde devait atterrir à Jakarta et faire une quarantaine à Jakarta. Oh là là, les conditions. Donc, c'était le seul truc que j'avais réservé, c'était ma quarantaine. Au moment où ils avaient passé cette règle d'interdiction à une liste de pays, ils avaient aussi réduit la quarantaine. Donc, à la base, je devais faire 10 jours et là, ça passe à 7 jours. Donc, tu vois un peu c'était bancal. l'incohérence. Donc, je me dis, ok, je pars pas de France, mais je suis française. Bon, l'avantage, c'est que si vraiment ça passe, je me tape que 7 jours de quarantaine. Donc, tu vois, j'étais un peu entre deux chaises. Je savais pas trop quoi penser. Et j'arrive à Jakarta. Et là, Covid, des tests à l'aéroport pour voir si t'as le Covid avant d'aller en quarantaine. Très, très strict, très carré, quoi. Un peu... franchement, ça donne un peu peur, tu vois, de recul. Il y avait pas beaucoup de monde, en plus. Et donc, j'arrive à l'immigration. Et là, panique. Ils prennent mon passeport et là, ils comprennent pas comment j'ai pu prendre un billet d'avion en Espagne. En étant française. En étant française et sans avoir le tampon de l'Espagne sur mon passeport. Donc, je leur explique, alors l'Europe... Oui, tu peux passer d'une frontière. Tu peux passer, ils savaient pas. Donc déjà, là, ils sont perturbés. Ouais. Tu vois. Et du coup, ils savent pas dans quelle case me mettre. Oh là là. Ils savent pas si je dois me renvoyer ou si ça passe. Donc, je me rappelle, ils nous divisent donc tout l'avion. Donc, tu avais tous les Indonésiens qui passaient, du coup, parce qu'ils étaient dans leur pays. Et tous les autres, ils font des tas par pays. Et moi, ils me mettent toute seule parce que je suis française.
Mais j'arrive d'Espagne. Donc voilà, je suis toute seule et je me mets à observer. Je me dis, bon, bah, c'est cuit. Je laisse mon téléphone, je me dis, ok, ça sert à rien de regarder ça. De toute façon, à cette heure-ci, y a personne qui peut m'aider. En France, je pense qu'ils dorment. Enfin, j'avais pas encore capté les décalages horaires et tout. Je me dis, faut que je compte que sur moi et ma chance. Et je commence à regarder les gens, parce que ça dure. Et je vois, ils étaient en train de séparer des couples qui pleuraient, mais c'était horrible. Et ils commencent à me poser des questions. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que donc j'avais un policier, enfin un gars de l'immigration, quoi, c'est le policier, il me posait des questions. Et ensuite, il s'enregistrait sur WhatsApp, je les voyais faire. Ils envoyaient sur WhatsApp à un autre policier. Et ensuite, l'autre policier, il venait. Et il me reposait les mêmes questions. Et j'ai fait ça, mais au moins 10 fois. Ok. C'était pour voir si ton discours changeait. Si mon discours changeait. Donc, à chaque fois que je disais un truc, je me disais, OK, il faut absolument que je garde le même discours parce que dans mon discours, il y avait des choses fausses parce que j'étais en train d'essayer de sauver ma peau. Bah oui, bien sûr. Et donc, il me posait plein de petites questions un peu pièges et tout. Et à chaque fois, j'ai fallu que je retombe sur mes pieds et que j'ai le même discours. Ça dure 2 heures. C'est énorme. 2 heures d'interrogatoire. C'est vraiment le mot, c'est de l'interrogatoire. J'ai l'impression d'être une criminelle, tu vois. Ouais. Et donc, il y avait un policier qui faisait que circuler, qui gérait un peu les groupes. Et je voyais qu'il était un peu plus détendu que les autres. Et que je lui avais dit 2 petites conneries en anglais et qu'il était réceptif. Et qu'il parlait un peu mieux anglais que les autres, que certains. Et du coup, je me disais, OK, lui, il faut que je le garde près de moi. C'est lui qui va m'aider, quoi. C'est lui qui va me sauver, tu vois. Au bout d'un moment, il me dit, bon, bah, tu me suis et tout, parce que pendant tout ce temps, ils avaient mon passeport. Enfin, voilà. Ils vérifiaient tout, quoi. Vérifiaient tout. Et là, on m'amène dans une pièce, une toute petite pièce, avec un mec derrière un ordi. Pas du tout rigolo, tu vois, il sourit absolument pas. Et il me repose exactement les mêmes questions pour la énième fois. Sauf que j'étais assise sur une chaise. Devant moi, j'avais une toute petite table avec juste des mouchoirs. Et là, je vois les mouchoirs, je me dis non, je peux pas craquer maintenant. Ouais, non, pas après tout ça. Je peux pas. C'est là où je me rends compte qu'il y a eu quand même aussi en Afrique du Sud et là des situations où je me rends compte que je garde mon sang-froid, tu vois, dans ce genre de situation. Ouais. Quand ce sera à refaire, je sais pas si j'y arriverai aussi bien une deuxième fois, mais premier coup, en général, ça passe. Et bref, donc au final, ça passe. Il me dit bon, bah c'est bon. Il m'amène à ma quarantaine, je fais mes 7 jours et je finis par prendre un vol pour Bali. Et là, bah, du coup, je suis en stage, donc je fais pas non plus énormément d'heures, j'ai le temps de profiter, je rencontre pas mal de gens et tout. Donc là, t'es plus assistante pour le coup. Donc là, ouais, je suis en stage, j'ai des fois des classes, mais voilà, ça reste un stage, j'ai pas une classe à moi, quoi. Et franchement, ça l'éclate, vraiment, je m'éclate, que ce soit au taf comme dans la vie, je me plais énormément. Et puis, ces 6 mois, je me dis, de toute façon, je reviendrai pas, donc oui, il faut profiter à fond. Donc, encore une fois, voilà, j'avais fait pas mal d'économies pour profiter de ce voyage et tout. Et en fait, en discutant, la directrice, enfin la proviseure, elle me dit, donc déjà, elle en revenait pas que j'ai t'aies réussi à faire le truc, donc du coup, m'aimait bien, je pense juste pour ça, tu vois, le fait de m'en être sortie avec tout ce bazar. Et puis, en discutant, elle me dit, ah, mais vous cherchez du travail pour septembre? Je lui dis, bah, bien sûr, là, ça y est, mes études sont terminées, quoi, je fais mon master et elle me dit, bah, ça vous dit de rester là? J'étais là, pincez-moi. Est-ce que je rêve ou... Et je croyais pas du tout, je croyais qu'elle se moquait de moi, en fait. Bah, surtout Bali. Je crois oui. Et puis, j'entendais plein de gens qui disaient, il y a telle personne qui vit à Bali, elle a encore postulé. Enfin, il y a des gens sur place qui voulaient le poste, quoi. Et qui n'arrivent pas à rentrer dans le lycée français, ou des gens en France qui postulent tous les ans depuis des années et ça marche pas. Et là, moi, petite stagiaire, elle te laisse une classe, quoi. Elle me dit, il y a une classe qui s'ouvre, est-ce que vous voulez le poste? Et du coup, bah oui. Et là, ça fait, je suis sur ma 2e année scolaire d'enseignante sur place, voilà. Donc, t'as ta classe, t'es prof de français. Et ça se passe super bien. Là, j'ai des petites sections. Ça fait 2 ans que j'ai des petites sections TPS-PS. Maternelle, donc le profil que je préfère. Il y a quand même un peu de FLE parce que forcément, t'as des classes avec plein de... la diversité. Plein de langues. C'est super. Donc, je m'éclate. Et je suis de plus en plus installée ici. Et j'ai pas prévu de repartir. Au début, je m'étais dit, je vais rester 2-3 ans et puis je vais bouger ailleurs. Mais puis aujourd'hui, t'as ta vie qui est bien installée ici, t'as tes repères. Ouais. Puis je sais que si je pars... oui, tu retrouveras jamais ce poste. Pas quelque chose... Oui, je retrouverai pas mon poste. Et puis, je trouverai pas au niveau de la qualité de vie que j'ai
et tout ce que j'aime ici, je retrouverai pas la même chose ailleurs. Ouais, non, Pas ça, avec c'est tous sûr. ces T'as avantages, une quoi. super belle opportunité. Ah ouais. Alors que on m'aurait dit il y a quelques années, tu vas vivre à Bali, j'aurais dit, oh non, trop cliché. Oui, tu cherchais Non, du moi, coup, je veux être roots, Oui. vivre voilà, dans la brousse, je ne sais où. Mais non, mais t'as trouvé un équilibre ici qui ouais, fait que... c'est ça. Et quel conseil tu donnerais justement pour toutes les personnes qui aimeraient faire ce que tu as fait, mais qui ne savent pas par où commencer? Il faut oser et parler avec Ouais. les gens qu'on connaît. Parler avec ses profs, parler avec les gens qu'on rencontre même voilà dans un café, Ouais. parler avec tout le monde parce que on peut apporter des choses aux gens et les gens peuvent nous apporter des choses et c'est que comme ça qu'on peut avoir des super opportunités C'est qui sûr. sortent de nulle part. Il faut voilà oser et parler aux gens. Parce Donc, que toi... c'est le pire Oui. conseil pour les timides. C'est vrai, C'est facile à dire. Oui, mais bon, d'un Mais côté, c'est ouais. la vérité. Mais ouais. Parce que toi, t'aurais jamais fait un quart de ce que t'as fait si t'avais pas osé parler à tes profs, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est oser et parler avec un maximum de personnes de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire. C'est Puis se essayer, renseigner quoi. des expériences des autres. Moi, ça, c'est ce qui m'inspirait le plus, c'est que j'écoutais beaucoup de reportages. Il y avait peut-être pas autant de podcasts quand on était À plus l'époque, jeune. ouais. Mais écouter un maximum d'expériences, de personnes, voilà. À l'époque, c'était plus des reportages, des gens qui passaient du coup à la télé. Oui. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois, où Oui, tu mais vois qui te que donnait un peu l'envie du c'est ça, voyage, de la c'est ça. découverte. C'est ça. Donc moi, forcément, c'était ça qui me donnait envie. Mais il faut Être suivre curieux. des personnes qui nous inspirent. Écouter maintenant des podcasts. Et puis, c'est que comme ça qu'on peut s'ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas imaginées, même... Oui, parce que toi, enfant, t'imaginais pas forcément cette vie-là. Non, pas du C'était tout. pas du tout à ta portée à Pas du l'époque. tout, pas du tout. Non, Donc, certain que je savais même pas que Bali, j'avais jamais entendu Oui, parler, bah oui. tu vois, enfin, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais non, c'est parler, écouter des personnes, j'écoutais énormément de TEDx quand j'étais au début de mes études. Super intéressant. Énormément, j'écoutais que ça, parce qu'il y avait pas les podcasts. Mais ça. Et un conseil pour les voyageurs, c'est écouter les locaux. Ouais. Bah, de toute façon, c'est les meilleurs guides. Hein. Bah oui. Ils connaissent leur pays mieux que tout le monde. Ah bon? Voilà. Et je vais terminer du coup le podcast, même si j'aurai encore plein de questions à te poser. Mais je vais terminer en te demandant quel est ton mantra, la petite phrase que tu te répètes et qui t'aide à avancer. J'en ai pas, mais là, vu tout ce qu'on s'est dit, j'ai envie de dire pourquoi pas. Juste pourquoi pas. Ouais. Quand on a une idée, bah ouais, pourquoi pas. Oui. Pourquoi ça marcherait pas? Se dire tout est possible, quoi. Tout est Il faut possible. essayer. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais, t'as Juste totalement ça. raison. Mais c'est un peu ce que tu t'es dit toute ta vie au final. Oui, au final, ouais. C'est... Tenter, et puis voilà, tu vois, c'est des trucs bêtes. Tu regardes des offres d'emploi sur Internet, il y a rien qui te plaît, te contente pas d'un truc juste qui est sur une page Internet, tu vois. Fais des candidatures spontanées, et puis même si t'en fais 100 et que t'as une réponse, là, ça aura payé. Ça aura payé, tu vois. Donc, mais il faut oser sortir un peu du cadre et provoquer les opportunités. Exactement. Et pourtant, j'ai pas fait des trucs de fou, tu vois, mais voilà. Oui, mais t'as osé à chaque fois. Tous les boulots sympas que j'ai eus, et même dans les boulots d'été, j'ai commencé avec des trucs en maison de retraite, des ménages. Et puis petit à petit, après, j'ai eu plein de boulots d'été ultra sympas et des trucs où j'étais absolument pas formée pour. Et à chaque fois, je me dis, pourquoi pas? Bah oui. C'est un truc cool. Si quelqu'un te donne l'opportunité de le faire, faut y aller, quoi. C'est ça. C'est... Donc pourquoi pas? On va terminer là-dessus. C'est pourquoi pas, en soi, tout le monde devrait oser un peu plus. C'est ça. Écoute, Léna, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment hyper enrichissant. Je te souhaite plein de bonheur à Bali, que ce soit avec tes élèves ou dans ta vie en général. Continue à être la belle personne que tu es et surtout, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.